Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, laissez-moi une minute avec lui. Il n'aime pas tuer les femmes. Mais ici, juste une minute, nous deux. C'est un salaud. Et ça vaut aussi pour son père. Les gars qui sont là en prison, je sais qu'ils vont répondre. C'est ce vieux père ici qui va maintenant recevoir la nouvelle à travers vous. Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer une personne qui n'est venue au monde que pour apporter de l'affection et de l'amour ? Telles furent un peu les paroles chargées de nostalgie et de tristesse prononcées par Paolo Roberto, le père de Patricia, 22 ans lors de son enterrement, le 29 avril 2021. Patricia est sortie de chez elle pour rendre visite à un vieil ami, un ami de l'époque de l'école. Lors de retrouvailles qui, apparemment, devaient servir à se remémorer les moments joyeux d'une époque qui ne reviendra plus. Mais en retrouvant cet ami, Patricia est finalement tombée dans un piège et elle n'est sortie de l'endroit que sans vie, traînée dans un drap blanc et transportée à l'arrière d'une moto. Aujourd'hui, vous allez découvrir la triste histoire de Patricia Roberta. Patricia Roberta Gomes da Silva est née en 1998 à Caruaru, Pernambouc. Ses parents, Paulo Roberto, professeur, et Vera Lucia, femme au foyer, la décrivent aidée comme une jeune fille à joie très aimable, affectueuse et qui adorait les fêtes de famille, comme les anniversaires, Noël, les remises de diplômes et les mariages. Depuis son plus jeune âge, Patricia avait 2 rêves. Le premier était de faire des études en gestion des affaires pour devenir entrepreneuse dans le domaine de l'esthétique, car elle adorait s'occuper des sourcils et du maquillage. Et le deuxième rêve était de devenir mère. Ceux qui ont eu le plaisir de côtoyer Patricia étaient donc certains qu'elle serait une mère très aimante. En 2021, à 22 ans, Patricia était déjà sur la voie de l'indépendance, car à force d'efforts, travaillant comme vendeuse dans une entreprise de cours techniques, elle vivait seule et payait ses propres factures. Ses collègues de travail affirment qu'elle était une jeune femme très attentionnée et travailleuse. Cette année-là, elle venait de rompre une relation amoureuse, elle était triste, et c'est alors que les discussions en ligne avec un ancien camarade d'école ont peu à peu commencé à lui remonter le moral. Ce jeune homme, Jonathan Henrique Conceição dos Santos, avait 23 ans, un an de plus. Et bien qu'ils aient déjà échangé des messages de temps en temps depuis un certain temps. En réalité, ils se connaissaient depuis au moins 10 ans lorsqu'ils avaient environ 13 et 14 ans et fréquentaient dans la même école à Caruaru. Au cours de l'année précédente, 2020, alors que le monde était sous la crainte de la pandémie et que beaucoup de gens restaient chez eux, des relations et des contacts en ligne se sont créés, et, dans certains cas, comme celui de Patricia et Jonathan, renoués. Ils discutaient depuis un certain temps et, pour elle, ils étaient tous les deux heureux de savoir comment chacun allait actuellement. Mais selon ce que raconte le père de Patricia, Jonathan n'a jamais été une personne bien accueillie dans plusieurs endroits de la ville, ni lui ni son père. Les raisons ne sont pas claires, mais cela laisse entendre que le garçon se comportait de manière inhabituelle. Beaucoup soupçonnaient qu'il consommait déjà des stupéfiants. Et chaque fois qu'une plainte était adressée à son père, celui-ci ne faisait rien. Cette année-là, en 2021, Jonathan vivait à João Pessoa, la capitale de la Paraíba, un endroit à près de 4 heures de route. Là-bas, il travaillait comme tatoueur et vivait seul dans un appartement. Il avait un fils issu d'une relation avec son ex-femme connue sous le nom de Maju, et il était dans une nouvelle relation depuis environ 1 an. D'ailleurs, sa petite amie était enceinte de 5 mois. Mais rien de tout cela n'a empêché Jonathan de correspondre avec Patricia sur Internet. Concernant ce que je viens de dire à propos des comportements étranges de Jonathan, Maju a donné une interview à la télévision arapuan et a parlé un peu de son comportement en tant que père. À l'époque, elle a expliqué que Jonathan frappait le fils du couple pour qu'il puisse dormir. C'est à partir de là que tout a commencé à mal tourner. Ils avaient parfois des comportements étranges. Par exemple, Sophia était un nouveau-né et il lui frappait la cuisse pour qu'elle pleure, se fatigue et s'endorme. Il lui frappait la cuisse.
Elle avait mal, l'enfant, et alors elle commençait à pleurer. Et il faisait ça pour qu'elle pleure, jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, pour qu'elle puisse dormir. Exactement. Quel âge avait Sophia à ce moment-là? Des mois. Mince alors, mec. Ça ne faisait pas encore 1 an. Non, c'était des mois. Dans les échanges de messages entre Jonathan et Patricia, il l'a invitée plusieurs fois à passer un week-end avec lui à João Pessoa, promettant des promenades sur la plage et des moments agréables en bonne compagnie. Elle refusait l'invitation depuis un certain temps. Mais comme elle travaillait beaucoup ces jours-là et pensait qu'elle méritait de petites vacances, elle a fini par accepter. Sans savoir que Jonathan était en couple et que sa petite amie était enceinte, Patricia a pris la décision d'accepter l'invitation. Et elle a prévu de voyager un vendredi, le 23 avril 2021. Elle a parlé du voyage à sa mère et a acheté les billets de bus sur Internet. Bien que Vera ait exprimé des inquiétudes quant au danger de voyager seule pour rencontrer cette amie, Patricia lui a assuré que tout allait bien, car ils se connaissaient déjà depuis au moins 10 ans. Elle a seulement demandé à sa mère de ne pas en parler à son père, car elle pensait qu'il pourrait ne pas être d'accord. En plus d'être très contrariée par cela, Patricia en réalité ne demandait pas d'autorisation pour voyager. Elle était déjà adulte, pratiquement indépendante. Cependant, elle gardait le respect familial, et pour cette raison, elle a prévenu sa mère. Mais il est compréhensible que Vera soit inquiète, car c'était sa fille qui voyageait seule dans un autre état. Ainsi comme prévu, le 23, Patricia était montée dans un bus à destination de João Pessoa. Cependant, quelque chose s'est produit en dehors de ce qui avait été convenu. Jonathan, qui avait promis de venir la chercher à la gare routière, n'est tout simplement pas venu. Il l'a contactée en disant qu'il avait pris du retard à cause du tatouage du dernier client, mais qu'il enverrait une voiture de transport avec chauffeur pour la chercher et l'emmener jusqu'à son appartement, et qu'il arriverait juste après. Jonathan est arrivé, ils ont beaucoup parlé, ils ont passé la nuit ensemble. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Mais le lendemain, le 24 vers 11h du matin, Patricia a passé un appel vidéo avec sa mère. Et pendant cet appel, Vera a remarqué que sa fille n'allait pas bien. Patricia affichait une tristesse inhabituelle. Inquiète, Vera a demandé ce qui s'était passé et Patricia a expliqué que, bien que la soirée précédente ait été agréable, Jonathan était sorti de l'appartement en disant qu'il devait régler quelque chose, mais qu'il reviendrait bientôt. Jusque-là, tout allait bien. Mais quand il était passé par la porte, Patricia a entendu la serrure se fermer. Autrement dit, il est parti et l'a laissée seule, enfermée à l'intérieur. Nos seules informations sur la suite viennent des captures d'écran de la conversation entre elle et sa mère, Vera. Ce sont les derniers moments où Patricia aurait parlé à quelqu'un, avant que son corps ne soit retrouvé dans une zone boisée de la ville de João Pessoa. Dans la soirée de ce même jour, le samedi 24 avril, vers 23h, Vera Lucia envoie un message à sa fille. « Coucou ma fille, alors ? Rien. Il n'a donné aucune nouvelle. » Non. Ici, Vera envoie un message audio de 8 secondes et un autre de 14 qui, malheureusement, n'ont pas été publiés. Mais selon elle, elle disait à quel point elle était inquiète pour sa fille et que dès qu'il arriverait, elle devait rentrer rapidement à la maison. Calme-toi, tout va bien se passer. Mais je suis inquiète, ma fille. Calme-toi, n'en parle surtout pas à ton père. Incroyablement, Jonathan n'est pas venu et Patricia a dormi seule cette nuit-là. Le lendemain matin, dimanche 25 à 10h, de nouveaux échanges de messages ont eu lieu. « Bonjour ma fille, comment vas-tu ?» Selon lui, il vient ici. Je veux juste rentrer à la maison. Il n'est pas encore arrivé. Rien, ma chérie. Alors, quand il arrivera, achète tout de suite le billet et viens, pour l'amour de Dieu. Il vient d'envoyer un message disant qu'il était en route et que son téléphone n'a plus que 5% de batterie. Ici, Vera envoie un message vocal de 18 secondes auquel Patricia répond. Désolée de te causer autant d'inquiétude. Ne t'en fais pas pour ça, ma fille. Je veux juste savoir si tu vas bien. Prends soin de toi, d'accord, ma fille ? Pour l'amour de Dieu, je t'aime. Bisous. D'accord, je t'aime très fort, bisous.
1 heure plus tard, à 11h, Vera Lucia envoie un nouveau message. Alors, ma fille, il est apparu? Pour l'instant, rien. Il travaille. Aujourd'hui. Oh mon Dieu, et maintenant? Calme-toi, tout va bien se passer. Parce que tu ne connais rien là-bas, ma fille. Eh bien, je trouverai une solution. Occupe-toi vite de ça. J'essaye. À 11h46, Patricia envoie ce message. Il est arrivé? Dieu merci. Règle ça vite pour rentrer à la maison pendant qu'il est tôt. Il vient avec moi. Il a déjà acheté les billets aussi. À quelle heure allez-vous venir? Pourquoi vient-il? Où va-t-il venir? Si j'étais toi, je ne voudrais pas de lui chez toi, tu sais? Renseigne-toi là-dessus, juste à cause de la lâcheté qu'il a eue avec toi, tu sais, ma fille. À cela, Patricia ne répond pas. À 4h11 et à 4h45, Vera envoie 2 nouveaux messages qui, selon la notification WhatsApp, ne sont pas arrivés à destination, ce qui laisse entendre que le téléphone de sa fille était hors de portée ou éteint. Dès que tu recevras ce message, réponds-moi, pour l'amour de Dieu, ma fille. Je suis inquiète. Tu ne m'as même pas répondu, ma fille. Pour l'amour de Dieu, réponds-moi, ma chérie. N'arrivant plus à joindre sa fille pendant tout le dimanche, Vera Lucia a révélé à son mari, Paolo Roberto, le voyage de la jeune fille et qu'elle n'arrivait plus à entrer en contact avec elle. Paolo, qui n'a jamais fait confiance à Jonathan depuis leur adolescence, a parlé de façon ferme à sa femme. J'ai dit qu'on retrouvera cette fille. Prépare-toi au pire. Ils ont pris le premier bus en direction de João Pessoa, un long voyage rempli d'angoisse et d'inquiétude. Et dès le lundi, le 26, ils sont arrivés en ville. Ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à découvrir que Jonathan avait une petite amie enceinte et c'est par son intermédiaire qu'ils ont trouvé son adresse. En arrivant à l'adresse, personne ne répondait à la porte. Paolo Roberto, sans hésiter une seconde, a forcé l'entrée du logement pour vérifier ce qui se passait à l'intérieur, mais il n'a trouvé personne, encore moins de traces de sa fille. Ils se sont rendus directement au commissariat pour signaler la disparition. Une équipe s'est rendue sur place, accompagnée de l'experte Amanda Mello. En discutant avec les voisins, l'un d'eux s'est avéré essentiel pour l'enquête en rapportant qu'au début de la nuit du lundi, il avait vu le suspect sortir en poussant une brouette avec un fût à ordures et quelque chose de très volumineux à l'intérieur, enveloppé dans un drap. Ce voisin a également raconté qu'il avait demandé à Jonathan ce qu'il transportait au milieu de la nuit, et le jeune homme lui avait répondu que cela ne le regardait pas, et il y est retourné chez lui. Craignant que le pire ne soit arrivé, et afin de ne pas perdre d'éventuelles preuves, les policiers ont commencé à fouiller les poubelles de la rue à la recherche d'indices. Ils ont fini par trouver un sac contenant des affaires de Roberta, y compris la carte SIM de son téléphone portable et un oreiller de voyage, du genre très utilisé pour les déplacements, qu'elle avait acheté précisément pour l'utiliser lors du voyage de Caruaru à João Pessoa. Les caméras de sécurité ont filmé Jonathan la même nuit, conduisant sa moto et transportant un objet sur le réservoir d'essence. Ce même objet provenant du tonneau à ordures qui ressemblait beaucoup à un corps. Et c'est le mardi 27, lors de recherches dans la région, que la police a retrouvé le corps de Patricia dans une zone boisée, un endroit proche de là où Jonathan habitait. Elle avait les pieds attachés, une serviette sur la tête et était enveloppée dans du plastique et un drap. Selon l'autopsie, Patricia a été tuée par asphyxie. En contactant certaines connaissances de Jonathan, ils ont indiqué des maisons de membres de sa famille et de ses amis, afin que la police puisse vérifier chaque adresse une par une. Peut-être le retrouver, et ça a marché. Il n'a pas fallu longtemps pour que, chez l'un des amis, la police identifie la moto de Jonathan, déjà garée à l'extérieur. À l'intérieur, ils l'ont trouvé allongé sur un matelas en train de dormir. Et comme la police soupçonnait que cet ami, résident de la maison, pouvait être complice du crime, les deux ont été conduits au commissariat. Cependant, le lendemain, ce deuxième garçon a été libéré, car il ayant été prouvé qu'il ne savait rien de ce qui se passait.
Au commissariat, Jonathan a déclaré aux enquêteurs qu'il avait accompagné Patricia jusqu'à l'arrêt de bus qui la conduirait à la gare routière. Mais tard, il a changé sa version, affirmant qu'il avait appelé un taxi pour l'emmener à cet endroit. Dans son appartement, une liste contenant les noms d'environ 20 femmes a été retrouvée et l'un des noms était celui de Patricia. Il y avait aussi une sorte d'hôtel, avec des livres de magie et d'occultisme ainsi que quelques écrits. Les écrits contenaient des phrases mandines comme « Tu es une gentille bonne fille et je suis un mauvais soin garçon. Tu ne peux pas me comprendre. Et la nuit, je sors pour tuer. » C'est bien quand on l'attrape, dis-lui de venir avec moi, je le veux avec moi. Je demande juste une minute avec lui, pour l'amour de Dieu. Ce genre de personne, il faut y aller. Tu sais, s'il y a de la justice ici, donne-moi une minute avec lui. Une minute. S'il me voit, je sais. Donne-lui sa liberté. Une minute. Il n'aime pas tuer la femme. Tue ce vieux ici. Juste une minute. Nous deux. Et ta voiture fait un geste. Et ça vaut aussi pour son père et pour ceux qui le soutiennent. Je vais tuer avec ma fille. Je ne l'aurai plus, non. Un jour, on se retrouve, non? Philippe, tu penses ne pas avoir un destin avant? Après de longues années d'attente pour le procès de Jonathan, les audiences ont commencé le 25 mai 2023. Il a finalement avoué avoir causé la mort de Patricia et avoir dissimulé son corps. Il a précisé qu'elle était arrivée chez lui vendredi soir et qu'ils avaient passé la nuit à boire et consommer de la drogue ensemble. Le samedi, il serait sorti pour réparer sa moto, tandis que Patricia est restée dans l'appartement, et que le soir ils auraient assisté à une fête dans le quartier Valentina de Figueiredo, où ils ont consommé davantage de substances. Après être rentrés de la fête, ils ont dormi et la tragédie serait survenue dimanche. Cependant, ce témoignage ne correspond en rien aux conversations que la victime a eues avec sa mère pendant tout ce week-end. Encore moins avec les examens de la nécropsie qui n'ont identifié aucune drogue dans l'organisme de la victime. Jonathan a dit que pendant qu'ils avaient une relation sexuelle, Patricia a soudainement cessé de respirer. Il a ajouté que du fait d'avoir consommé beaucoup d'alcool et de drogue pendant la nuit de l'incident, cela a rendu difficile sa capacité à se souvenir des détails spécifiques du moment des faits. Cependant, le procureur a contesté sa version concernant leur présence à la fête. Une amie de l'accusé a témoigné, affirmant que Jonathan s'est bien rendu à cette fête, samedi mais seul. De plus, le procureur a présenté des images montrant Jonathan quittant les lieux seulement dimanche matin. Au final, personne n'a cru à sa version. Il était presque certain que le crime avait été intentionnel et prémédité. En plus de soulever le soupçon qu'il pourrait être un futur tueur en série, lorsqu'ils ont pris en compte cette liste avec le nom d'une vingtaine de femmes. Après seulement 13 heures de procès, Jonathan Henry Caille a été reconnu coupable. Il a été condamné à 20 ans de prison pour homicide triple qualifié et à 1 an et 2 mois supplémentaires pour dissimulation de cadavre, ce qui totalise 21 ans et 2 mois de prison sans droit à la liberté conditionnelle. Un salut à tous ceux qui sont là-bas en prison, je sais qu'ils vont répondre. C'est ce vieux père ici qui vient de recevoir la nouvelle. Grâce à vous, que Dieu vous garde. Le jour où la nouvelle du crime a été confirmée, il y a eu beaucoup d'émotions de la part de la famille, des amis et de la population de la ville de Caruaru. Beaucoup de personnes ont été touchées et se sont rassemblées devant la résidence de la famille qui attendait l'arrivée du corps. Paulo Roberto, très ému, a déclaré après avoir vu le cercueil de sa fille entamer la marche funèbre. À l'un des journalistes, il a dit que ce qu'il voulait le plus, c'était ramener sa fille vivante à la maison, même si elle était très blessée. Patricia a été enterrée le 29 avril au cimetière Dom Bosco à Caruaru. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est déplorer la mort de cette jeune fille qui, selon beaucoup, était serviable, polie, enjouée et pleine de rêves.
Elle voulait obtenir son diplôme, devenir entrepreneur, mère, et qui, par un malheureux hasard du destin, a été victime d'un féminicide. Elle alla voyager en faisant confiance à un individu qui ne lui a même pas laissé la chance de se défendre et qui lui a tout simplement ôté la vie pour rien. La question qui subsiste parmi nous est la même que celle posée par le père de Patricia, à un journal lors de l'enterrement de sa fille. Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer une personne qui n'est venue au monde que pour apporter de l'affection et de l'amour ? Que Dieu me pardonne, on ne devrait jamais souhaiter la mort de qui que ce soit. Mais j'ai ressenti un vrai soulagement, s'il était à la place de ma fille. Ma fille, pardon, ton père n'est pas arrivé à temps. Je suis arrivé trop tard pour venir ici dans ta vie. Mais je suis sûr que tu es au bon endroit. La douleur est encore très forte, mais je vais garder la nostalgie pour toujours me souvenir de toi, où que tu sois. Je te le dis, ma fille, tu as un père qui t'a toujours aimé, qui t'aimera toujours. Passe et pardonne-moi. Que Dieu te garde. Ce vieux père ici t'aime encore. Mon peuple de la prison, vous savez de quoi je parle? Les codes des bandits, là, pour l'amour de Dieu.